a record of the delightful piece they're going to play this evening. En partenariat avec le service de valorisation de la recherche de l'Université de Corse, Nebbia Campus Corte vous présente Débalta Science. Bonjour à tous, nous sommes sur Radio Nebbia. Aujourd'hui, dans Débalta Science, on va recevoir Antoine Belgoder, un économiste que j'enjoins à se présenter. Bonjour, vous venez de le faire, donc je m'appelle Antoine Belgoder, je suis économiste, donc plus précisément je suis enseignant-chercheur à l'Université de Corse, voilà, où j'enseigne depuis 2009, voilà, je suis en poste ici en tout cas depuis 2009, et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors aujourd'hui on va parler de monnaie, de crypto-monnaie. En fait, des thèmes très actuels. On entend de plus en plus parler de Bitcoin. J'ai pensé, quand j'ai pensé au sujet de l'émission, j'ai pensé à une citation de Spinoza qui me semblait tout à fait à propos. Parce que c'est un sujet très récurrent, le Bitcoin, sur Internet. Et cette citation, c'est ça. C'est « L'argent est venu apporter un abrégé de toute chose, si bien que son image occupe ordinairement, plus que tout, l'esprit du vulgaire, puisqu'on n'imagine plus guère aucune espèce de joie qui ne soit accompagnée de l'idée de l'argent comme cause. » Alors, je vais commencer par une question finalement assez simple. Antoine, qu'est-ce que c'est qu'une monnaie pour vous, économiste et enseignant l'économie ? Une monnaie en toute généralité, donc pas spécialement des crypto-monnaies. Oui, d'abord quelque chose dans le sens large. Ouais. Une monnaie, alors moi je vais prendre une définition qui est très classique et qui est un peu le b.a.-ba des définitions livresques de la monnaie. C'est quelque chose qui sert d'intermédiaire des échanges, c'est-à-dire qu'il peut s'échanger contre à peu près tout, pas contre l'amour, l'affection des siens, etc., mais enfin contre tout ce qui s'achète. Et puis qui sert un petit peu d'unité de valeur, c'est-à-dire qu'on exprime tout dans une unité monétaire. Voilà, dans une société de troc, on peut exprimer des kilos de blé contre des kilos de fromage ou des choses comme ça. En général, dans une société dans laquelle la monnaie permet d'acheter tout, eh bien, tout s'exprime en nombre d'unités monétaires. D'accord, donc finalement c'est un médium. C'est exactement ça, d'ailleurs, c'est l'intermédiaire des échanges. Voilà, on peut parler aussi même de médium monétaire dans les échanges. C'est une Après, c'est une définition. Alors en général, on y rajoute une troisième fonction qui est d'être une réserve de valeur, c'est-à-dire que c'est une façon parmi d'autres de garder de la richesse de côté. C'est pas la seule, on peut acheter des terrains, des immeubles, etc. On peut aussi garder de la monnaie. Et en général, quand on a ces trois éléments-là, on a la définition classique de la monnaie. Cette définition-là, elle n'est pas nécessairement impérialiste, c'est-à-dire qu'on peut très bien trouver des formes de monnaie qui ne remplissent pas tout à fait ces trois conditions-là, et avoir des débats pour savoir si ça mérite quand même de s'appeler monnaie. Enfin, donc, en gros, c'est quand même la base, quoi. Donc, est-ce que ça concerne aussi des caractères du style la volatilité, est-ce qu'il ne doit pas y avoir trop d'inflation, etc. C'est ce qui fait la différence. C'est pas ce qui fait la différence entre une monnaie et quelque chose qui n'est pas une monnaie, mais c'est ce qui fait la différence entre une monnaie en laquelle on fait confiance et qui peut durer dans le temps, et une monnaie qui finira par être remplacée par une autre, ou en tout cas qui suscitera des réformes importantes. Est-ce que le terme de crypto-monnaie, ce qui définit d'habitude le Bitcoin, est-ce que c'est juste une différence technique, le fait que ce soit crypto-monnaie, que ça ait accès à des procédés technologiques qui passent par Internet, des serveurs, etc., ou est-ce qu'il y a des différences par rapport à la définition que vous venez de nous donner ? Alors, je sais, les différences ne sont pas forcément des différences qui concernent le terme crypto. Le terme crypto, je pense, j'imagine que ça se réfère tout simplement au fait qu'il y a du chiffrage. Oui, tout à fait. C'est des méthodes d'échange, en fait, tout à fait. Par contre, les différences entre le Bitcoin, qui est une monnaie, disons, un peu autoproclamée, et une monnaie classique, l'euro, le dollar, le yen, ça va bien au-delà de ça. Il y a effectivement, j'allais dire que le fait que ce soit des monnaies électroniques qui soient l'objet d'un chiffrage, c'est presque, j'allais dire, une différence qui est destinée peut-être à s'estomper avec le temps.
Et c'est pas la plus fondamentale. La plus fondamentale, c'est le fait, d'abord, je les liste, je vais donner plusieurs éléments de différence. Je ne prétends pas être exhaustif. Il y a le fait que les monnaies classiques sont émises par des États ou, dans le cas européen, par la Banque Centrale Européenne. Des institutions publiques. Voilà, qui n'est pas un pléonasme. Pas un pléonasme, si vous voulez, mais en tout cas des institutions publiques et qui sont soit directement l'État, soit des institutions à qui l'État délègue un pouvoir de création monétaire. Donc ça, c'est une différence qui est fondamentale, qui est vraiment fondamentale. Le fait que... Parce qu'en l'occurrence, juste pour précision, aujourd'hui, quand il s'agit de Bitcoin, n'importe qui peut créer du Bitcoin. Alors, oui, dans le cas particulier du Bitcoin, oui et non. Tout le monde peut créer du Bitcoin par quelque chose qu'on appelle un procédé qu'on appelle le minage, et qui est quelque chose effectivement que vous pouvez faire si vous avez un ordinateur. Je ne sais pas s'il doit être suffisamment puissant, mais en tout cas, je me demande si avec un smartphone on ne peut pas faire du minage. Oui, effectivement. De ce que j'ai compris, maintenant il y a des grandes, ce qu'ils appellent même des fermes, fermes de minage entières, avec des dizaines et des centaines de mètres carrés de serveurs qui calculent le prochain Bitcoin. Alors, vous pouvez fabriquer des Bitcoins comme ça, mais dans le cas particulier du Bitcoin, je ne sais pas comment fonctionnent toutes les autres crypto-monnaies, mais dans le cas particulier du Bitcoin, la quantité totale de Bitcoin qui sera créée dans liste à vie ne dépassera pas un certain montant. Oui, de 21 millions. C'est ça, voilà, c'est 21 millions. À horizon de 2140, j'ai vu. Alors j'ai regardé juste avant l'émission, aujourd'hui en circulation, il y en aurait, enfin c'est des chiffres de juin 2019, il y en aurait déjà 17,45 millions. Donc il y a une courbe qui est ou logarithmique, ou en tout cas une exponentielle 1 sur E de x. Voilà, c'est une émission scientifique ici. Il ne faut pas oublier. Ce n'est pas un logarithme parce que c'est asymptotiquement constant, alors que le logarithme continue à augmenter tout le temps. Et là, si on est déjà à 17,45 millions et qu'on est censé en avoir... Alors cette limite, de moins en moins. Qu'est-ce qu'elle implique au final? C'est un peu comme, si vous voulez, faites le parallèle avec l'or. C'est-à-dire que l'or, quand on est dans la conquête de l'Ouest, on peut chercher de l'or et on peut en trouver. Ce qui ne veut pas dire qu'il y aura une quantité infinie d'or parce qu'on va consacrer une infinité de ressources à en chercher. Il y en a un montant limité, mais vous avez dit 17 millions jusqu'à 21 millions, donc ça fait 4, il manque à peu près un peu moins de 4 millions. Ouais. On est à 83%. Voilà, les à peu près 17% qui manquent, ils sont... j'allais dire de plus en plus dur à trouver, sachant que c'est pas le hasard, à la différence de la recherche d'or. Mais la rémunération des opérations qui permettent de créer le Bitcoin, qui sont du minage et qui sont des opérations qui consistent en quelque sorte à sécuriser les échanges entre utilisateurs, ces opérations-là vont être de moins en moins bien rémunérées en termes de nombre de Bitcoins créés. D'accord. Alors, et même si le cours du Bitcoin augmente... s'il y a beaucoup d'achats de Bitcoin, au final, cette limite va caper un peu le rendement, on va dire. Alors, je ne parle de rémunération que exprimée en termes de Bitcoin attribués, mais par contre, si par hasard la valeur du Bitcoin venait à augmenter, cette augmentation de la valeur du Bitcoin pourrait compenser, et même faire plus que compenser, la baisse de la rémunération exprimée en Bitcoin. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, pour préparer cette émission, j'ai lu le fameux livre blanc de Nakamoto Satoshi, l'homme mystérieux. Est-ce que vous avez deviné? Est-ce que vous avez trouvé qui c'était alors? Je sais pas. Je pense que c'est Donald Trump. Très franchement, j'ai lu ses derniers tweets. Il y a une fulgurance. Je me dis, ce mec, et il a une critique des institutions. Il y a ce côté libertaire. Non, ça doit être lui à l'initiative, c'est sûr. Donald Trump est un boxeur, rappelez-vous. Non, oui, j'ai lu 2-3 phrases qui m'ont marqué, qui en plus là pour le coup vont nous permettre de faire une petite transition, mais je suis tombé sur si le système actuel fonctionne plutôt bien, en parlant des bitcoins, pour la plupart des transactions, il souffre de faiblesses inhérentes à un système basé sur la confiance. Tout à l'heure vous parliez de monnaies qui sont mises en circulation par des institutions, alors ou bancaires par l'intermédiaire des banques centrales qui vont effectivement, ou des États dans d'autres configurations historiques. Comment ça se passe pour le Bitcoin? Alors, qui dit que ça vaut quelque chose? Est-ce qu'on peut vraiment tout acheter avec ça?
Alors justement, rien ni personne. Et donc, c'est pour moi la différence. J'avais commencé une petite liste de différences entre le Bitcoin. Toute monnaie a en soi quelque chose d'un petit peu spéculatif, dans le sens où je n'accepte d'être payé en euros. Si je fais, imaginons que je sois fermier, je n'accepte de travailler la terre toute la journée et de vendre ma production contre des euros, ma production qui m'a coûté de la fatigue, qui a une valeur parce qu'elle se mange et qu'elle permet de nourrir des gens. Je n'accepte d'échanger ça contre des euros parce que j'imagine que quelqu'un d'autre qui travaille aussi et qui fabrique des choses qui m'intéressent va accepter de me fournir le fruit de son travail en échange de ces euros. Donc il y a toujours quelque chose d'un petit peu spéculatif dans une monnaie. Si on imaginait, faites une expérience de pensée, qu'un beau jour, tous les propriétaires de choses qui ont une vraie valeur se complotaient ça ne serait pas possible techniquement, mais comploter pour dire à toutes les personnes qui possèdent de la monnaie, finalement, votre monnaie, vous la gardez, nous, on reste entre nous et on n'en veut plus, la monnaie ne vaudrait plus rien. Mais évidemment, ça c'est une expérience de pensée, ça ne se produira pas, évidemment, ça ne va pas se produire. Mais il y a une différence fondamentale entre l'euro, qui a quand même un certain nombre de garde-fous, qui permettent de penser que, sauf cas exceptionnel, l'euro vaudra toujours quelque chose dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, et on peut raisonnablement imaginer ce que vaudra l'euro dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Je peux vous donner des explications de pourquoi on a cette sorte de garantie, en tout cas ce risque assez limité. Par contre, dans le cas du Bitcoin, il n'y a ni institution en charge de s'assurer de la valeur du Bitcoin. Et là, ce n'est pas lié simplement au fait que c'est une crypto-monnaie, mais lié au fait qu'elle n'est explicitement adossée à rien, ni, si vous voulez, d'institution, j'allais dire publique, mais ce qui est important, ce n'est pas qu'elle soit publique, c'est qu'elle soit grosse, comme les États, qui exigent d'être payés en Bitcoin. Oui, c'est la différence entre l'euro et le Bitcoin, peut-être, on va dire, la plus fondamentale. C'est que... Est-ce que c'est pas une sorte de rêve libertaire ou anarchiste, finalement, ça ? Vous voyez ce que je dis, cette idée d'avoir une monnaie qui est enfin décorrélée des institutions, avec un grand I, si j'ose dire. Ouais, enfin c'est surtout un rêve de trafiquants de drogue et d'armes, parce qu'il faut pas se voiler la face. C'est quand même dans les faits, c'est comme ça que ça a été utilisé. Ça a commencé, dit-on. Moi, je suis pas heureusement dans ces réseaux-là, mais enfin, dit-on, on a commencé effectivement à utiliser ça, surtout pour ne pas être repéré par le fisc et par les services qui traquent les trafiquants de drogue et d'armes. Donc oui, je pense qu'il y a une forme de criminalité qui s'est appuyée sur le Bitcoin et qui est peut-être l'institution, hélas, la seule institution qui permet de penser que le Bitcoin va garder une certaine valeur. C'est que tant que les truands acceptent d'être payés comme ça, au moins je pourrais m'en débarrasser en le leur vendant à eux. Parce que pour finir, ce que je disais tout à l'heure sur l'État veut que vous le payiez en euros. Vous allez payer des impôts, vous allez payer des charges, vous avez un salaire, vous allez payer des charges sociales. Ces charges sociales, même si demain vous travaillez, si demain je suis fermier et que je vends mes pommes en Bitcoin, de toute façon, à la fin de l'année, si vraiment j'en vis, si vraiment ça me rapporte de l'argent, de toute façon, l'État va me dire, dites-nous combien vous avez gagné d'argent en euros. Et si je n'ai pas gagné d'argent en euros, ils vont me faire une conversion et je vais devoir payer des euros. Donc il y aura au moins toujours l'État qui va me permettre de m'alléger de ma dette vis-à-vis de lui dans cette monnaie-là. Et puis l'aspect volatile de la monnaie, en plus, peut être à la défaveur de celui qui a commercé en Bitcoin, pour le coup. Oui, alors sur l'aspect volatilité, il y a aussi quelque chose qui a mis du temps à s'institutionnaliser, à s'implanter, mais qui aujourd'hui marche quand même relativement bien. C'est qu'on a quand même une banque centrale dont le métier, je ne dis pas que tout est parfait dans la Banque Centrale Européenne, ni même Moi dans non l'euro, plus. mais on va peut-être converger là-dessus aussi. Mais néanmoins, je remarque comme une évidence que le métier de la Banque Centrale Européenne, c'est aussi de faire en sorte que l'euro ne perde pas de valeur. Et donc, elle a quand même des instruments à sa disposition, notamment l'instrument du taux d'intérêt, qui permet d'éviter des dérives inflationnistes. L'inflation étant égale à la perte de valeur de la monnaie. Oui, tout à fait. Mais c'est d'ailleurs explicitement dit dans le protocole
du SEBC, c'est le système européen des banques centrales qui stipule un machin. Je crois que c'est dans l'article 2, genre j'ai pas la référence exacte. C'est dans l'article 2, enfin il dit officiellement que voilà, il a comme objectif de maintenir la stabilité des prix. Voilà. Alors si on est complet, c'est maintenir la stabilité. Grand 1, maintenir la stabilité des prix. Grand 2, de soutenir l'activité économique de la zone euro, mais à condition que ça ne soit pas au détriment de la stabilité des prix. Parce qu'il y a une petite nuance par rapport à la Réserve fédérale américaine, qui, elle, a ces deux missions-là, la stabilité des prix et le soutien à l'activité, mais qui ne sont pas hiérarchisées. En Europe, il y a cette hiérarchie, effectivement, qui place la stabilité des prix en tant que premier objectif de la Banque centrale. Alors du coup, mis à part les truands... Oui. Je n'ai pas dit qu'il y avait que. Hein. non, bien sûr que non. Disons qu'en fait, moi, dans mes recherches, là, sur quoi je suis tombé, c'est le fait que déjà, la plupart des bitcoins, en fait, restent inactifs. La plupart des bitcoins, des détenteurs de bitcoin attendent que ça prenne de la valeur. Et le fait que pas tout le monde accepte les achats en bitcoin fait que, au final, il y a peu de flux. Et du coup, je me suis demandé, bon, mis à part l'aspect un peu, effectivement, libertaire on peut enfin s'émanciper de l'État et se payer avec des coquillages électroniques, finalement. Ouais, l'expression est belle. Finalement, c'est un peu ça. Oui, c'est ça, ouais, ça marche bien. Est-ce qu'à un moment, ça pourrait intéresser des États je pense en monnaie parallèle. Je pense par exemple à des initiatives comme il y a eu en Suisse, ou comme ça a essayé d'être fait en Corse ces dernières années, des petites monnaies locales qui n'ont pas valeur à l'extérieur. Est-ce que ça pourrait intéresser des États d'avoir ça ? Alors, moi je pense beaucoup plus spontanément au Venezuela qui avait, Bien sûr. Qui avait une monnaie, j'allais dire entre guillemets inspirée du Bitcoin, mais qui en fait était dans son élaboration très différente. C'était le pétro, je crois. Et le principe était d'adosser la valeur du pétro au cours du pétrole. Bien sûr. Alors si cet adossement, après il y a la question de, d'une part, est-ce qu'on fait confiance à l'État vénézuélien pour honorer cet adossement, et d'autre part, est-ce qu'on prend le risque de se fâcher avec les Américains qui ont considéré qu'acheter des pétros, c'était faire un prêt au Venezuela. Oui, complètement. Après, donc, c'est une optique stratégique. Oui. Mais sans rentrer, si vous voulez, dans le détail de ça, je dis juste que le fait que le Bitcoin ne soit adossé à rien, et par ailleurs soit une crypto-monnaie avec le système de la blockchain, etc., n'implique pas que ce genre de dispositif technique, qui est celui du Bitcoin, ne puisse pas être conçu économiquement différemment, et notamment avec un système d'adossement. Donc le principe d'un adossement de la monnaie, ça peut marcher. À la limite, peut-être que l'exemple un peu plus réaliste, je pense que le pétro, le deuxième exemple qui me vient en tête, c'est la Libra, qui est la monnaie de Facebook, qui finalement ne va pas se faire tout de suite, mais je ne pense pas que le projet soit complètement abandonné. La grande différence entre le Bitcoin et la monnaie de Facebook, c'est que Facebook s'engage à une parité avec des monnaies qui existent déjà. Donc, si vous voulez, si ça marchait, si ça devait se faire... Donc, c'est déjà une forme d'adossement, finalement. Il y a un adossement. Voilà. Qui, du coup, même s'il est indirect, en dernière analyse, se fera sur des institutions. Exactement. Mais à partir du moment où le contrat consiste à dire, j'ai des Libras dans la poche, j'ai le droit d'exiger de la personne qui les a émis d'avoir l'équivalent en euros, dollars, etc., ça change quand même un petit peu les choses en termes de stabilité. Mais d'un autre côté, la monnaie de Facebook, c'est une monnaie qui, si elle devait exister, aurait des comptes centralisés par Facebook lui-même. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un système totalement décentralisé qui caractérise la blockchain de Bitcoin. Est-ce que ça pourrait, alors si ça n'intéresse pas les États, est-ce que ça pourrait avoir des caractéristiques qui pourraient intéresser les marchés, le secteur privé, les marchés de manière générale ? Est-ce qu'on peut spéculer, est-ce qu'on pourrait spéculer avec du Bitcoin comme on spécule avec de l'euro, ou avec du dollar, ou avec du pétro, etc. Ou est-ce qu'il y a des limites ? Est-ce que le fait, par exemple, qu'il y a un montant limite de Bitcoin, à un moment, ça empêcherait la spéculation ? Est-ce que ça pourrait intéresser ces gens-là, ou est-ce qu'au final, au contraire, ils préfèrent avoir des institutions qui leur garantissent
en cas de crise, etc., Ouais. comme ça s'est vu dernièrement, qui leur garantisse un filet de sécurité finalement. Alors, vous aurez toujours un fonds spéculatif qui va spéculer sur tout, y compris sur du Bitcoin, ça arrivera toujours. Mais, pour répondre très précisément à votre question, le fait que le montant total soit plafonné dans le temps, ça dépassera jamais 21 millions. Ce fait-là, ça favorise la spéculation plutôt que de la décourager. D'accord. Ça va la favoriser, et surtout si on met ça en relation avec le fait, si on ajoute à ça le fait, encore une fois, que le Bitcoin n'est adossé à rien. Donc, si vous imaginez que demain, que dans 20 ans, 20% de toutes les transactions au monde vont se faire en Bitcoin, alors vous pouvez imaginer que alors je ne sais pas quel est le cours actuel, mais on doit tourner autour de 7 ou 8 000 euros le Bitcoin. Vous pouvez imaginer que ça, c'est faible, très faible par rapport à ce qu'il y aura dans 20 ans. Et donc, ça encourage la spéculation parce qu'encore une fois, il n'y a pas de coût de production, il n'y a pas d'engagement de qui que ce soit de maintenir une certaine valeur, il n'y a pas d'adossement. Donc, si la diffusion du Bitcoin augmente, il y a des marges de profit énormes. Rien n'empêche que les gens finissent par se rendre compte que finalement, c'est quand même pas une monnaie tellement qui correspond tellement à ce qu'on attend d'une monnaie en pratique, et que plus personne ne se met à l'utiliser, que tous les gens dont vous avez parlé tout à l'heure, qui les thésaurisent pour spéculer, mais qui en fait ne s'en servent pas, se disent, bon, bah, allez, après tout, je revends. Rien n'interdit de penser que le Bitcoin puisse descendre à 1 euro le Bitcoin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, si je gérais un fonds de pension, j'investirais absolument pas dans le Bitcoin. Vous voyez ce que je veux dire? Je me demande si jouer au loto ne serait pas moins bête que d'investir dans le Bitcoin. En tout cas. Mais pour le coup, ce qui fait la valeur du Bitcoin à un instant T, c'est juste le nombre de gens qui ont acheté des Bitcoins. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il est à 9000, que demain il peut être à 1 et que hier il est à 1? Qu'est-ce qui fait qu'à partir de 2013, le cours a explosé? Alors, c'est une bulle, c'est ce qu'on appelle une bulle, c'est-à-dire ça augmente parce qu'on pense que ça va augmenter. C'est l'autoréalisatrice. Exactement, c'est ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. C'est un phénomène qui est bien étudié d'ailleurs par les économistes spécialistes des bulles financières. Il en existe depuis très longtemps, des bulles financières, et c'est toujours comme ça. Bon, on parle parfois de l'anecdote des tulipes en Hollande, dont la valeur avait crevé le plafond. C'est le même phénomène. Ça augmente, la valeur a augmenté hier, donc je pense qu'elle continuera à augmenter demain. Et donc j'en achète aujourd'hui, même si le prix a augmenté, parce qu'il va augmenter encore plus. Le problème, c'est que dans le cas du Bitcoin, comme encore une fois, il n'y a pas d'adossement, il n'y a pas d'institution qui garantisse une stabilité à terme de la valeur, une bulle, à un moment donné, ça finit par s'effondrer. Alors moi, je lis pas l'avenir, je ne sais pas dans quelle mesure les petits réseaux de truands qui utilisent le Bitcoin comme une façon de régler leur compte renteux sans se faire repérer par une banque centrale, continueront à l'utiliser, donc continueront à estimer que ça a de la valeur, et peut-être que ça va garder de cette valeur-là, mais je fais plus confiance, n'en déplaise peut-être aux libertaires qui nous écoutent, dans la capacité à la Banque centrale européenne à garantir la valeur de l'euro, qu'en la capacité de ces gens-là à maintenir constante la valeur du Bitcoin, ou non décroissante en tout cas. Oui, peut-être que le vice, finalement, c'est une bonne valeur refuge. Alors, je vous laisse la responsabilité de cette interprétation. Est-ce que dans les coûts qu'on attribue au Bitcoin ou à la création de Bitcoin, est-ce qu'on pense aussi aux coûts écologiques? Par exemple, maintenant, on sait que maintenant, c'est plutôt c'est plutôt public. On sait que les serveurs, ça coûte du CO2. Vous voyez. Les transactions, en l'occurrence du Bitcoin, sont assez coûteuses en information, en énergie, parce qu'elles sont sécurisées, et à chaque fois qu'une transaction est faite, elle est copiée sur beaucoup d'utilisateurs. Exactement. Du coup, ça consomme énormément. Alors, j'en ferai pas l'enjeu environnemental des décennies à venir. Par rapport au charbon brûlé par l'Allemagne, bon, voilà, c'est pas dans les ordres de grandeur. Mais effectivement, si on se penche sur cette question, qui est peut-être pas la question centrale, mais qui a quand même son intérêt, effectivement, un serveur centralisé n'a pas besoin de copier votre relevé de compte des milliers de fois. En général, c'est dupliqué je ne sais pas combien de fois, 3 fois, 10 fois peut-être. Mais en tout cas, le fonctionnement décentralisé du Bitcoin fait effectivement que chaque transaction, pour être validée, doit être
validé par un grand nombre d'ordinateurs détenus par ces fameux mineurs Les 51%, dont on parlait tout à l'heure. Et du coup, oui, ça fait de l'énergie, c'est pas efficient, quoi. Et au final, ça coûte plus cher en énergie qu'une banque parce qu'elle copie moins, c'est ça? Je pense que ça coûte beaucoup plus cher qu'une banque parce que ça copie moins. Une banque copie moins parce qu'elle est centralisée. D'accord. Voilà. Malgré les tireuses, etc. etc. On va retirer comment ah oui, non, je ne parle que de cette opération qui consiste à valider les transactions du compte A au compte B. Voilà. D'accord. Moi, je me posais une question quand je lisais un petit peu sur le Bitcoin et sur ce qui préoccupe la toile sur ces sujets-là. C'est en fait, je me rappelais de l'anecdote d'un ami qui malheureusement a fait de la prison. Il me disait, en prison, il n'y a pas d'euros, il n'y a pas de Bitcoin, mais il y a des cigarettes. Ah oui. Et il me disait, alors ça m'intéressait parce que je me disais, mais qui légitime les cigarettes, quoi, vous voyez. Oui, non, mais c'est au final, quelle est l'institution qui garantit la confiance dans le médium monétaire local? L'addiction au tabac. Je suis désolé d'être très terre à terre. Oui, non, mais c'est ça. Mais au final, même ceux qui ne fument pas vont échanger quand même des cigarettes. Tout à fait. Pour obtenir des biens. Et au final, la question qui est liée à ce parallèle qui, moi, m'a fait sourire... Et qui est très bon. C'est très bon. Qu'est-ce qui fait la légitimité d'une monnaie intrinsèque dès lors qu'on n'a plus d'or derrière, ou même si on a de l'or derrière? Qu'est-ce qui fait la légitimité d'une économie? Qu'est-ce qui fait la légitimité peut-être d'une banque centrale? Écoutez, c'est une question vaste, mais de façon très schématique et de façon surtout très terre-à-terre, ce qui fait qu'un bien, par exemple une cigarette ou un morceau d'or ou un coquillage, vous parliez des coquillages tout à l'heure, est accepté comme monnaie, c'est une espèce... On va reparler de la prophétie autoréalisatrice qu'on évoquait pour les bulles tout à l'heure, et finalement on reste dans une logique de bulle. C'est si je pense que quelqu'un d'autre pense, etc., qu'une personne finira par l'accepter, si cette croyance est suffisamment partagée, eh bien ça finit par devenir une convention, disons. Ça finit par devenir une convention. Alors en prison, c'était le cas aussi dans les camps pendant la guerre. C'était aussi, je parle des camps pendant la guerre parce que c'était aussi le tabac qui servait de monnaie dans ces situations-là. Si on sait que un certain nombre, ne serait-ce qu'un quart peut-être, des gens qui sont présents dans le camp ou dans la prison dont vous parliez tout à l'heure ont envie d'avoir de cigarettes parce que les cigarettes ont une valeur intrinsèque, alors même si je ne fais pas partie du quart de gens qui ont besoin de la cigarette parce que j'ai une addiction à la nicotine, eh bien j'accepte d'être payé parce que je sais qu'in fine je trouverai toujours quelqu'un qui me l'échangera contre quelque chose qui a de la valeur. Donc, quand on part de choses qui ne si vous voulez, d'une sorte de monnaie instituée dans un pays qui n'en aurait pas encore, il faut se rabattre sur quelque chose qui a de la valeur au départ. D'accord, donc au final, on a une certaine forme de puissance de la multitude à croire, à investir, sans institution, mais la multitude va investir un objet d'une certaine puissance. Oui. Oui, tout à fait. Oui, on peut tout à fait dire ça comme ça. Il y a une différence entre les sociétés, on va dire, que les anthropologues du siècle dernier qualifiaient de primitives. Pré-capitalistes. Oui, mais non seulement pré-capitalistes, mais pré-révolution agricole, si vous voulez, quasiment. Il y avait des monnaies à cette époque-là, et ce qui faisait la valeur des monnaies, c'était quelque chose, c'était un peu la magie, quoi. Donc ça rejoint un petit peu ce que vous dites là. Oui, c'était des talismans, c'était des pierres précieuses quand il y en avait, du quartz, voilà. Même l'or à la limite. Même l'or, c'est un petit peu ça. Et l'or a duré longtemps, parce que les talons or, on s'en est débarrassé il y a même pas 100 ans de l'étalon or, puisqu'on s'en est... je dis il y a même pas 100 ans. On s'en est débarrassé pendant la Grande Dépression,
Mais les accords de Bretton Woods, qui ont fait du dollar le nouvel or, en fait, consacraient aussi la convertibilité du dollar en or. Donc on peut dire qu'on s'en est débarrassé à la fin des années 70 de l'or. Et finalement, l'or, on a beau dire que c'est un métal intrinsèquement précieux, qui a des propriétés chimiques, vous travaillez vous étudiez les sciences dures, donc vous le savez certainement mieux que moi, mais on a beau dire que l'or a de très bonnes propriétés intrinsèques, en réalité, il y a quand même un écart extravagant entre la valeur de l'or et sa valeur intrinsèque, entre la valeur marchande de l'or en tant que base monétaire et sa valeur intrinsèque. Mais ce que je veux dire, là j'ai fait peut-être un long détour pour en arriver au fait qu'aujourd'hui, à notre époque, une monnaie, c'est quand même, je dis pas que ça marche toujours et partout, dans le cas de l'Europe ça marche très bien, c'est quand même un cours légal. Et un cours légal, ça veut dire que je peux me débarrasser de n'importe quelle dette avec la monnaie qui a cours légal, avec de l'euro en zone euro. Je peux m'engager à vous livrer 10 tonnes de tomates le mois prochain. Si je ne vous les livre pas, vous pouvez insister, in fine, je pourrais toujours vous dédommager avec des euros. Voilà. Ça, c'est quand même une loi qui donne de la valeur à la monnaie, sans aller chercher de la magie, sans aller chercher la puissance de la multitude. Bon, oui, alors déjà, juste pour préciser, pour nos auditeurs qui pourraient entendre magie et qui pourraient ne pas trop s'y retrouver, je vous engage à aller voir, vous tapez sur Google, vous trouverez ça, j'imagine, MAUS, M-A-U-2-S, magie, oui. Ou Lévi-Strauss et magie, qui sont en fait des anthropologues du début du XXe. Oui. Ils parlent très bien de magie dans les sociétés pré-capitalistes ou même pré-réforme agricole. Je pensais effectivement à Marcel Mauss tout à fait. En parlant de magie. Et pour le coup, en fait, oui, la magie, c'est un petit peu ce qu'on disait juste avant, cette capacité d'avoir foi en un individu, en un coquillage, disons, ou en l'or, en le quartz, etc. D'ailleurs, Mauss, ce qui est intéressant, je ne suis pas du tout spécialiste de Marcel Mauss, mais il était pris dans des controverses à son époque, donc au début vous l'avez dit, il y a 100 ans, au début du XXe siècle. Il était pris dans des controverses pour savoir si il avait le droit, s'il avait bien fait de parler de monnaie. Oui, je pensais justement à cette fameuse conférence qui donne sur la monnaie. Alors c'est vraiment un texte fabuleux où est-ce que justement il remonte un petit peu et il donne un petit peu cette analyse en dernière analyse, il y a de la magie derrière la monnaie. Pour revenir à ce que vous disiez juste avant, c'est un petit peu il y a quelqu'un qui garantit le cours légal et au final c'est juste un déplacement de la magie. C'est-à-dire qu'au lieu que la magie se fasse directement dans le coquillage, dans la monnaie, la magie va se placer dans l'institution qui, elle, va garantir le cours légal. Ça, je vous vois hocher la tête. Non, mais si vous voulez, oui, on peut... Peut-être que si Mauss était là, il serait très content on l'accueillerait volontiers. Volontiers, on bien prendre le café avec nous, et il serait peut-être très content, effectivement. Je sais pas si c'est très... Mais après, je ne suis pas anthropologue, je ne suis pas sociologue, je suis peut-être trop terre-à-terre, mais je ne suis pas sûr qu'il soit opportun aujourd'hui, à notre époque, pour l'euro, de parler de magie. Parce que pour que ce soit de la magie, il faudrait qu'il y ait quand même quelque chose de surnaturel et de faux, quoi, si vous voulez. Or, je vous assure que si vous ne payez pas vos impôts en euros, dans un premier temps, vous allez avoir un échange de courriers plus ou moins cordiaux avec le représentant local du fisc, mais ça va finir par un procès, vous allez être obligé de payer, et puis si à la fin vous n'ouvrez pas la porte à l'huissier qui vient vous saisir pour récupérer des euros, enfin pour récupérer des biens qu'il va échanger contre des euros, si vous ne le faites pas rentrer, il va rentrer avec des gendarmes. Alors, et si vous accueillez les gendarmes, ils seront, à la fin, ils vont gagner. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas de la magie, ça. C'est pas de la magie. Alors, est-ce qu'une bonne définition de la magie dans le sens de Marcel Mauss ou de Lévi-Strauss, ou même plus récemment d'un Bourdieu ou d'un Frédéric Lordon, ce serait pas la puissance de la multitude ? Cette puissance dont on parlait tout à l'heure, cette puissance à donner de la valeur à une chose qui a donné plus de valeur que la valeur intrinsèque d'une chose. Quand bien même ce serait une institution. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un phénomène de ce genre-là, mais je pense qu'il s'est produit au fil des siècles et que nos institutions monétaires modernes ont remplacé cette magie
par quelque chose de beaucoup plus rationnel. Et je pense que cette magie alors, est-ce qu'elle a disparu? Encore une fois, je ne me sens pas très légitime pour dire il n'y a pas de magie, vous comprenez, je veux pas non, que mais vous travaillez en sciences humaines, moi ça me va. Je prends ce que vous me donnez. Bon, alors je spécule plus que je ne vous fais part du fruit de nombreuses années de réflexion sur ce thème précis. D'accord, hein. oui. Donc cette précision étant faite, il y a peut-être de la magie, quelqu'un qui ne réfléchit pas à tout ça. Peut-être qu'il ne réfléchit pas à tout ça, qui rêve devant un billet de banque, qui voit des clips de rap avec le chanteur qui sort sa liasse de billets et qui jette comme ça. Peut-être que ça fait pétiller les yeux, hélas, parce qu'il y a des... Ce qui renvoie à la citation du début, oui. Oh, oui, sans doute. Mais ce que je veux dire, c'est que je fais quand même la différence, si vous voulez, entre une croyance fausse. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Je ne saurais pas vous répondre. Ah oui, mais là vous êtes entouré de sciences dures. Oui, effectivement. C'est pas méprisant, attention. Ce que je dis n'est absolument pas méprisant. Mais je pense que je pense qu'on a raison de croire on a fondamentalement raison de croire que l'euro a de la valeur tant qu'il y a à la fois une banque centrale qui garantit cette valeur-là et qui a quand même des instruments pour mettre en œuvre cette garantie, et qu'on a à côté de ça un État qui veut prélever des impôts en euros, qui vous oblige, si demain vous avez une entreprise et que vous embauchez quelqu'un, qui vous oblige à rédiger un contrat de travail en euros. Tout ça, malgré tout, fait un peu disparaître la magie, quoi. J'ai l'impression. Mais bon. Ou peut-être, oui, là où effectivement la relègue à une analyse tellement lointaine que c'est plus vraiment pertinent de l'analyser. C'est de la magie qui a fini par devenir vraie, quoi. Enfin, je sais pas. Jusqu'à nouvelle civilisation. Mais effectivement, du coup, c'est une très bonne transition pour notre prochain thème qu'on abordera après une petite pause. Ça va. Non, mais du coup, je suis... Pack us up and rest up here on Black Country Rock. You never know, you might find it here on Black Country Rock. Pack us up and rest up here on Black Country Rock. You never know, you might find it here. Black Country Rock. Some say the view is crazy, but you may adopt another point of view. So if it's much too hazy, you can leave my friend and me with fondue. Pack us up and rest up here on Black Country Rock. You never know, you might find it here on Black Country Rock. Pack us up and rest up here on Black Country Rock. Never know, you might find it here on Black Country Rock. Some say the view is crazy, but you may adopt another point of view. So if it's much too hazy, you can leave my friend and me with fondue. Some say the view is crazy, but you may adopt another point of view. So if it's much too hazy, you can leave my friend and me with fondue.
on est de retour sur Radio Névia, toujours avec Antoine Belgodère, super économiste qui nous donne plein de réponses. Ah, super, pas du tout. Non, Oh, non. super, c'est la magie qui décidera. Ah, c'est la magie. Non, ça va. Joker. Alors, je voulais vous poser quelques questions. J'ai lu, disons qu'il y a un débat qui anime les économistes et que je trouve très intéressant. Et ce débat, il concerne la position, la fonction un petit peu de l'économiste dans la société et au niveau des sciences. Il y a un peu alors est-ce qu'on peut qualifier ça de guerre de tranchées, vous me direz, mais je vois distinctement deux camps. C'est-à-dire qu'il y a un camp de gens un petit peu dans la tradition, voilà, de Milton Friedman ou d'une économiste française fameuse et reconnue à l'étranger, Esther Duflo, qui ont même ce terme d'économiste qui devrait se comporter comme des plombiers. C'est-à-dire qu'il y a un problème particulier quelque part, d'éducation, de manque d'eau, etc., et qui devrait aller sur place et effectivement régler ce problème spécifique. Et après, il y a l'autre camp qui se positionne plutôt comme des penseurs systémiques, c'est-à-dire des personnes qui vont, des économistes qui vont raisonner en termes de structure, en termes de système, un peu à la Marx, à la Piketty, un petit peu plus récemment, ou à la Friot. Donc pas à la Minc, hein, on est d'accord. Mais est-ce que c'est des méthodes est-ce que c'est des méthodes de recherche différentes? Est-ce que par exemple, un type d'attaque que j'ai vu, c'est économiste as a plumber, comme un plombier. À aucun moment on ne remet en question le système qui nous a vus, qui nous a nourris, etc. Et en fait, on ne fait que perpétuer le déjà existant. Et quelque part, c'est en fait un oubli que l'histoire évolue. En fait. Oui, alors là, il y a... Bon, alors je commence par dire oui. Voilà, merci. Non, il y a une vraie différence entre des gens qui essayent de poser de montrer le big picture, quoi, les grandes tendances historiques, avec cette dimension systémique. Vous avez cité Piketty, je pense que c'est plutôt un bon exemple, effectivement, de quelqu'un qui est dans cette logique-là. Et puis l'économiste qui va essayer de régler le petit problème, d'essayer d'être le plus précis et le plus efficace possible sur un petit problème ponctuel qui ne va pas remettre en cause les bases du système, mais qui règle un symptôme plutôt que... Oui, ou en tout cas... Enfin, oui, bon... Donc oui, il y a faut me reprendre si j'utilise pas les bons mots. C'est comme ça que je le ressens, mais de l'extérieur. C'est qu'en fait, dans une guerre des tranchées, pour reprendre votre expression, il y a eux et nous, et puis on se tire dessus, quoi. Et là, en fait, d'une part, il y a des divisions, si vous voulez, qui sont, comment dirais-je, qui sont un peu orthogonales à cette division. Il y a d'autres divisions que celle-là. Voilà, d'abord. D'accord. Et que simplement de savoir si on pose une petite question ou une grande question. Il y a d'autres divisions que celle-là. Et par exemple, c'est amusant, par exemple, que vous ayez mis dans le même camp Esther Duflo et Milton Friedman, qui ont des positions, si vous voulez, j'allais dire, entre guillemets politiques, mais en lien avec leurs travaux académiques, qui sont radicalement opposés. Tout à fait. Et que vous ayez mis... C'est pas pour rien, c'est voulu. Non, mais c'est intéressant. En plus, ça me plaît bien. Ça me plaît. Et je vous donne raison par avance, je vous accorde le bénéfice du doute, et que vous ayez mis dans des camps différents Esther Duflo et Thomas Piketty, qui outre qu'ils sont très copains, sont d'accord sur tout en fait. Mais effectivement, ils n'ont pas la même approche. Donc c'est pour cette raison-là que je dis que j'ai l'impression que il faut pas s'enfermer dans cette division particulière parce qu'il y a d'autres divisions. Et la coexistence de plusieurs types de divisions, selon le point de vue adopté, fait qu'en réalité, on ne se tire pas tellement dessus. Il y a toujours des gens qui sont très en marge, très critiques vis-à-vis du mainstream, etc. Ça a toujours existé. Mais globalement, j'ai quand même l'impression qu'on arrive de plus en plus à
à parler le même langage, à comprendre les sources de désaccord entre les uns et les autres, etc. Alors, pour en revenir sur cette question-là, Esther Duflo, peut-être que les gens qui nous écoutent ne savent pas de qui il s'agit. Donc, elle vient d'avoir, avec deux autres économistes, elle est la deuxième femme à avoir le prix Nobel d'économie. Donc, elle fait beaucoup parler d'elle. C'est pas la première, c'est la première femme française, puisque c'est la deuxième femme en tout. C'est une économiste très prolifique. Elle est très prolifique. Et effectivement, alors les gens qui la raillent un peu, moi je n'en fais pas du tout partie, mais les gens qui la raillent un peu disent, voilà, elle prétend lutter contre la pauvreté dans le monde. Et en guise de lutte contre la pauvreté dans le monde, elle va dans un pays pauvre et elle se demande si on va lutter contre la malaria, par exemple, en distribuant des moustiquaires aux villageois. Et donc, elle fait partie de ces gens qui mettent en œuvre les méthodes qui sont utilisées, mutatis mutandis, dans la médecine, en disant, c'est une méthode expérimentale. Donc, vous avez les médecins, comment ils font ? Ils vous disent, ils prennent 500 personnes à droite, 500 personnes à gauche. À gauche, on donne le placebo, à droite, on donne la vraie molécule, et puis on voit s'il y a une différence entre les deux. Et donc, Esther Duflo, elle va en Afrique, en Inde, elle va dans des pays en développement. Elle fait ça, c'est-à-dire elle dit dans tel village je vais pas donner de moustiquaire, dans tel village je vais donner une moustiquaire. Et donc quelque part les gens qui sont un petit peu dans leur bureau à la fac à New York ou à Boston et qui théorisent tout ça, se disent attention, si je donne une moustiquaire à un paysan ou à un villageois par exemple dans un port de pêche, eh bien de toute façon il va pas savoir s'en servir, il va l'utiliser comme filet de pêche. Voilà, donc ça sert à rien de distribuer des filets. Elle dit moi je vais voir, voilà, je vais leur donner aux uns, pas aux autres, puis j'attends et je regarde. Alors ça quelque part moi, je trouve que c'est bien que ces travaux-là soient mis en avant, parce que c'est une façon de dire, les gars, vos grandes théories, vos grands discours, etc. Ok, mais il y a des gens qui ont la malaria, moi j'arrive et j'essaye de voir comment on fait pour faire en sorte qu'ils aient moins la malaria. Et voilà. Et alors les gens qui la critiquent leur disent, oui, mais d'accord, mais enfin... Au bout de compte, s'ils ont la malaria, c'est parce qu'ils sont pauvres. S'ils sont pauvres, c'est parce qu'il y a des répartitions de richesses nord-sud, etc. Voilà. C'est un peu ça. Donc, au final, ce qu'on lui reprocherait, ça serait plutôt quelque chose de l'ordre de oui, non, mais c'est bien beau de lutter contre la pauvreté, mais tu luttes pas contre quoi ? Le capitalisme, le néolibéralisme. En fait, c'est ce type de reproche qu'il y a en fond. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà. Complètement. Et du coup, est-ce que c'est des méthodes de travail qui vont être différentes aussi ? J'imagine, dans la recherche, etc. Comment... oui, bien sûr. Oui, fondamentalement. C'est-à-dire ça vous semble naturel, peut-être ? Non. Mais, alors, d'une manière générale, au-delà des méthodes comme ça, très expérimentales d'Esther Duflo, ça fait 20 ans qu'on le fait, et 5 ans qu'on s'en gargarise, que les économistes sont persuadés d'avoir trouvé des méthodes pour régler un petit peu le problème de la causalité. Alors, puisque c'est une émission un peu sur les sciences... On connaît la causalité. Je vais dire un mot là-dessus. Je vais dire un mot là-dessus. C'est la causalité, si vous voulez, on fait des corrélations, en fait. Voilà. On a des statistiques, on fait des corrélations, et on se demande si quand on augmente le salaire minimum, est-ce qu'on augmente le chômage ? Parce que les gens sont plus chers à embaucher, et donc les entreprises l'embauchent moins, et donc ils vont plus se retrouver au chômage. Oui, ou à contrario, on pourrait dire on augmente le minimum, du coup ils achètent plus, du coup on a plus besoin d'embaucher. Alors, ça fait par exemple, si vous voulez, ça peut faire partie des questions, mais il y a le problème de la causalité, ça pourrait dire, oui mais attendez, un pays où si on veut, je compare des pays, par exemple, un pays où le salaire minimum est très élevé, c'est un pays où peut-être que les gens sont tellement bien formés que en fait, le salaire minimum rapporté à la productivité des gens est moins contraignant que dans un pays où la formation est de moins bonne qualité, où il y a moins d'équipements, moins de moyens de production, et où un salaire minimum plus faible dans l'absolu va être plus handicapant. L'heure de travail, entre guillemets, vaut pas le même prix. Voilà, c'est ça. Et donc finalement, quelle est la poule et quel est l'œuf, quoi. Voilà. Alors ça, à chaque fois qu'on fait des corrélations, et on est souvent, pas toujours, il y a des cas où c'est évident, mais on est souvent confronté un petit peu à ce problème-là. Et ça fait pas mal d'années que les économistes se disent, en fait, c'est ça qu'il faut faire, quoi. Il faut trouver des solutions pour qu'on puisse vraiment raisonner en termes de causalité. Alors, il y a plein d'histoires, je peux vous en donner plein. Sur le salaire minimum, par exemple, au lieu de comparer des pays différents ou des États américains différents, on va chercher un événement particulier.
Enfin, ça plaît beaucoup. Alors l'événement particulier, c'est Une espèce de monocausal, c'est ça? alors, c'est pas forcément monocausal, mais Un une palier. décision politique. Et je crois, j'ai honte parce que je crois que c'est l'État de New York qui est concerné par cet article-là, mais j'ai peur que ce soit le New Jersey. Enfin bon, bref, ce sera coupé au montage. En vrai, ils sont pas très loin. C'est pas très grave. Très forte augmentation brutale de 15 ou 20% du salaire minimum pour les jeunes. Et donc je compare ce qui se passe juste avant à ce qui se passe juste après. Et donc je sais que comme c'est une décision très politique, qui n'était pas sûre, qui n'était pas évidente, qui était dénoncée par les uns, promue par les autres, on a de bonnes raisons de penser, comme vous dites, que c'est toute chose égale par ailleurs, et surtout qu'il y a quelque chose de causal, quoi. Voilà. Et alors, quand on fait ça, on trouve qu'en tout cas qu'aux États-Unis, à l'occasion de cette expérience-là, il n'y a pas eu d'effet néfaste sur l'emploi. Alors il y a plein de choses comme ça. Par exemple, je ne sais pas si j'ai le temps d'en citer un autre qui me plaît bien, c'est Daron Acemoglu, qui est un économiste qui est à la fois très en vue, très mainstream, mais qui en même temps, pour reprendre un peu votre dichotomie de tout à l'heure, est assez systémique, qui se dit, ben voilà, si on prend les indicateurs de la Banque mondiale sur la qualité des institutions, c'est-à-dire la corruption, est-ce qu'on est protégé contre les expropriations, contre l'arbitraire de l'État, etc., si on fait la corrélation entre ça et le niveau de vie des gens, ben, il y a une corrélation positive. Mais on peut très bien dire, c'est parce que les gens sont riches que finalement ils finissent par être éduqués, par demander des systèmes un peu plus inclusifs, etc. C'est toujours la poule et l'œuf. Alors lui, il a eu beaucoup de succès dans un article qu'il a publié il y a bientôt une vingtaine d'années, dans lequel il s'est dit, ben, en fait, au moment de la colonisation par l'Europe de à peu près tous les pays non européens au monde, à peu près, il y a des exceptions mais peu, eh bien les colons ont trouvé, selon les latitudes et selon les périodes, des climats plus ou moins favorables ou plus ou moins hostiles. Et ça, pour le coup, c'est totalement... il n'y a pas d'histoire de poulet de l'œuf là. Je suis un Européen de la Renaissance, je vais conquérir un pays. Est-ce que dans le pays dans lequel j'arrive à survivre? Ou est-ce que je suis confronté à des maladies qui me font mourir tout de suite? Vous voyez ce que je veux dire? Et donc il s'est dit, ben, il y a une corrélation entre... Alors là, il a fait un vrai travail de collecte de données entre le taux de mortalité des colons quand ils découvraient un nouveau pays et la qualité des institutions. C'est-à-dire le fait qu'on est plus ou moins protégé contre l'arbitraire de l'État, etc. Et pour lui, l'explication, c'est de dire, ben, en fait, quand on a trouvé un climat favorable, on s'y est installé. Et comme on s'y est installé, ben, on vient avec ce qu'on avait déjà un petit peu en Europe, qui avait déjà commencé un petit peu à s'ouvrir. Et finalement, les pays, même au moment de leur indépendance, ont un petit peu gardé ces pratiques-là. Oui, je vois que ça vous fait sourire. Oui. Et mais ça me fait poser deux questions, mais allez-y. Voilà. Et dans les pays, non, mais je dis pas ça pour dire que c'est génial. Non. Je dis ça pour dire que c'est ce qui obsède les économistes en fait depuis, et c'est ce qu'ils appellent la révolution empirique, ou pour être un peu pédant, la révolution de l'identification. Waouh, on se gardera d'être pédant. Pour être dans les débats au crew. Au Resto U, là, voilà, pour caser la révolution de l'identification en économie. Voilà. Et dans les pays, pour finir l'exemple, où les colons mouraient tous dès qu'ils arrivaient, eh ben, on a installé des comptoirs dont le seul but était vraiment de récupérer, de piller les ressources, quoi, en quelque sorte. Donc c'était très extractif, très violent. Et alors je dis pas que dans les autres cas c'était que c'était pas violent, mais disons ce que dit Acemoglu, c'est que les institutions qui s'y sont développées sont plus favorables en tout cas. Et donc, on va chercher une cause extérieure très lointaine qui ne peut pas avoir un effet de rétroaction avec le niveau de développement aujourd'hui, mais qui, par contre, se trouve être à la fois très corrélée avec la qualité actuelle des institutions telles que mesurées par la Banque mondiale, et en même temps avec le niveau de vie aujourd'hui. Oui, d'accord. Alors, après, moi souvent, voilà. Ça me donne envie de me poser la question, mais même si vous y avez peut-être déjà un peu répondu, mais... est-ce que du coup en tant qu'économiste il y a souvent des travaux qui se font avec d'autres pans des sciences humaines, par exemple avec la sociologie, ou là en l'occurrence avec des historiens? Est-ce que vous avez les mêmes précautions vis-à-vis là c'était un peu une autre question par rapport à l'exemple que vous donniez qui m'y fait penser, mais est-ce que vous avez les mêmes précautions vis-à-vis des anachronismes par exemple? Est-ce que vous avez qui a la méthode qui écrase le plus les autres champs?
C'est les économistes qui sont les meilleurs, non? Non, pas du tout. On est un peu, alors oui, insuffisamment. On travaille, je pense, que les économistes ont eu un petit complexe de supériorité. Qui viendrait d'où? Qui viendrait du fait que moi qui suis de formation très classique et qui ne me considère pas comme à la marge des courants dominants en économie, je pense quand même qu'il y a eu un petit excès de... On exprime tout ce qu'on dit sous forme d'équations bien compliquées, qui ressemblent un petit peu à la physique, on récupère des données, on met ça dans des modèles avec des théories assez oui, plus il y a des maths, formalisées. Voilà, plus il y a des maths dans la thèse, plus elle est bien vue. Dit comme ça, c'est un peu schématique. C'est pas à ce point-là. C'est pas à ce point-là. Mais oui, un peu quand même. Un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Et on regarde un peu les sociologues en disant ouais, bon les gars. Alors il y a le côté. Mais à tort. Hein, je le dis. Non, mais je dis ça. Non, ce qui est marrant, c'est pour que les auditeurs comprennent. On est avec quelqu'un qui a la technique et moi et la personne à la technique, on est étudiant, on étudie les mathématiques et la physique. Alors nous déjà, on se sent déjà terriblement supérieur. Mais c'est un peu ça. Alors, mais c'est ça. C'est-à-dire que nous, on est on est pris, si vous voulez, entre les sociologues et les physiciens. Et en fait, je pense qu'il y a eu un petit peu. Mais je le dis en souriant, mais il y a une petite part de vérité. Voilà, je caricature, mais il y a quand même une petite part de vérité. Il y a eu une tendance à dire attendez les gars, nous, ce qu'on fait quand même, voilà, ça nous rapproche plus des physiciens que des historiens, des sociologues, etc. Et on est allé beaucoup trop loin. Je pense qu'on est en train de redécouvrir la pluridisciplinarité. Thomas Piketty, que vous avez évoqué tout à l'heure, parmi les gens un peu systémiques, c'est quelqu'un qui a fait une grande partie de sa carrière académique sur des modèles très mathématisés, très formalisés, etc. Et qui, aujourd'hui, fait des livres qui sont quasiment des livres d'histoire, qui empruntent beaucoup à la science politique, un petit peu à la sociologie, qui renoue peut-être tout en s'en détachant, mais avec une certaine tradition marxiste, en tout cas. Dans son premier livre, il avait beaucoup de mal à l'admettre. Hein. Oui, mais même maintenant, juste avant l'émission, on discutait un petit peu justement du premier livre de Thomas Piketty, Le capitalisme au XXIe siècle. Qui est très sympa hein, d'ailleurs. Qui n'est pas le premier non plus. Hein, qui est absolument pas le premier. Et celui qui vient de sortir, Capitalisme et idéologie, n'est pas le deuxième non plus. Il y en a même eu entre les deux. Donc pour vous dire, lui aussi, on parlait de prolifique tout à l'heure. C'est très prolifique. Le premier qui s'est vendu à 3 millions d'exemplaires dans le monde, traduit en 170 000 langues, quelque chose comme ça. Un facteur près. Mais 20 lecteurs par langue. Voilà, c'est ça. Et oui, dans tous les patois. Dans tous les patois, il y était. Mais effectivement, pour ceux qui l'ont lu et qui ont une formation en mathématiques, le premier, les 150 premières pages, peut-être, c'était juste une présentation des grands principes du capital. Enfin, les équations qu'il y avait dedans. Ah non, c'est de la rigolade. Hein. Si, après, c'est pas une question de. Enfin, non, mais c'est même pas. Mais par contre, si on parle de rapport aux mathématiques, très sincèrement, les travaux académiques de Thomas Piketty depuis les années 90, où il a commencé à publier, n'ont rien à voir avec ses livres, n'ont rien à voir sur la forme. C'est-à-dire qu'on est sur des modèles très durs à suivre, pour le coup, vraiment, hein, qui sont. Il faut prendre son stylo, il faut réfléchir, il faut vérifier les démonstrations, les théorèmes, etc. Et lui-même a pris beaucoup de recul par rapport à ça, et un peu critique envers ses collègues en disant bon, mais attendez, mais ok, tout ça c'est bien et bon. Alors il renie pas ce qu'il a fait, mais les fondamentaux dans tout ça. Et je me rappelle d'ailleurs dans le livre effectivement précédent, Le Capital au XXIe siècle, quelque part il se disait mais je n'ai toujours pas compris pourquoi quand j'étais jeune, je sortais de ma thèse, pourquoi telle grande université américaine m'avait fait un pont d'or pour venir leur faire des cours, alors que tout ce que j'avais fait dans ma vie c'était une petite série d'équations pour théoriser un peu le problème des inégalités. Ouais. Il le dit dans le livre. Oui. Et alors, d'un autre côté, je pense qu'il a raison de prendre ce recul parce qu'on est allé trop loin un peu dans cette direction. Et ce qui est un peu amusant, c'est que du coup, maintenant, on voit aussi des historiens et des politologues qui rigolent un peu en disant bon, bah oui, alors ça voit la superstar de l'économie, bon, maintenant qu'elle se met à faire de l'histoire et de la science politique, bon. Non, parce que pour le coup, moi, il y a quelque chose qui me travaille en tant que scientifique.
c'est que moi, je suis rentré dans la science bien après mon bac. J'ai passé mon bac, j'ai raté avec brio et panache 2 premières années de droit. J'ai voyagé, j'ai beaucoup lu, et en particulier de l'épistémologie. Ouais. Donc des Gödel, des Karl Popper, des gens qui font de la méthode, de l'histoire des concepts et de la méthode, et tout en lisant aussi des Bourdieu et des choses comme ça. Et pour être tout à fait franc avec vous, Bourdieu, enfin je connais des sociologues, on va peut-être pas faire ça nommément, mais je connais des sociologues qui sont beaucoup plus scientifiques, qui ont beaucoup plus la méthode scientifique, tout en ayant beaucoup moins de mathématiques dans leur modèle. Non, mais c'est évident que mathématiques égale science, c'est une égalité qui est fausse, et j'exagère, je caricature beaucoup en disant que c'était l'opinion dominante en économie, parce que c'était quand même pas aussi caricatural. Hein, c'était quand même pas aussi caricatural, mais disons que le biais, mais je rejoins plutôt là-dessus, hein, mais le biais, effectivement, ça a été un petit peu de se dire, alors il y avait à la fois c'est le modèle mathématique, mais qui en plus, ça c'est la petite spécificité des économistes, qui devait toujours s'appuyer sur une description précise de la motivation individuelle des agents économiques. Il ne devait pas y avoir trop d'irrationalité dans la prise de décision. Mais c'est déjà un axiome très engageant. C'est très engageant. Ce n'est pas celui que je critiquerai le plus, sauf peut-être... L'homo economicus. Oui, sauf peut-être en macroéconomie, où on est allé un petit peu loin dans certaines absurdités, où on a créé des modèles qui ne ressemblent à rien, parce qu'on a trop voulu ne pas sacrifier le modèle de l'homo economicus. Mais il y a une vraie justification épistémologique à l'homo economicus. Je pense qu'il ne faut pas le jeter à la poubelle tout de suite. Mais oui, effectivement, les maths ne suffisent pas. La discipline économique évolue. On se confronte de plus en plus, et heureusement, à des disciplines connexes. Et ça donne de belles leçons de modestie, je crois. J'espère en tout cas. Mais c'est le vœu que je formule. À vrai dire, pour être tout à fait franc avec vous, je me suis rendu compte que en fait, on pourrait presque résumer la méthode scientifique. Bon, bien sûr, il y a des impondérables comme le fait qu'on puisse vérifier nos assertions, etc., etc. Mais il y a aussi souvent, ça tient beaucoup. Ou peut-être justement tout le reste découle de ça, c'est les précautions vis-à-vis de nos axiomes. C'est-à-dire l'humilité, justement, qui découle de... Si on part du principe qu'il y a un homo economicus, est-ce que je dis il y a un homo economicus ? Au bout d'un moment, c'est un peu... Moi, souvent, je prends cet exemple de Hobbes parce qu'il est extrême, et même si ce n'est pas dans le même domaine, c'est est-ce qu'au bout d'un moment, est-ce que l'homme est un loup pour l'homme ou pas ? Et alors, il y en a un qui va dire oui, il y a l'homo economicus. Et l'autre, il dit non, mais quand même, parce que regarde, quand on met une mouche sur... vous voyez, vous connaissez cet exemple ? C'est l'avant-dernier prix Nobel d'économie qui... Bon, c'est une vingtaine d'années de boulot sur l'homo economicus et comment démonter tout ça, et qui fait des expériences aussi triviales, qui pourraient nous paraître aussi décorrélées, que on regarde le niveau de saleté de toilettes dans des boîtes, et puis finalement, on met une mouche, juste une mouche. C'est-à-dire que si on est juste en mode homo economicus, on se dit, ils se disent qu'à ce moment-là, c'est plus rentable de faire ça n'importe comment. Et puis on met une mouche, et puis ils visent tous la mouche, et puis à la fin, les toilettes sont beaucoup plus propres, quoi, finalement. Alors, c'est intéressant cet exemple, parce qu'à la fois, ça prouve qu'on donne le prix Nobel à des gens qui s'opposent à un modèle de l'homo economicus, oui. Ce qui prouve qu'en réalité... Bon, voilà, on a quand même pas mal évolué. Et d'un autre côté, moi, je suis très critique vis-à-vis de certains excès de l'économie mainstream, mais là où je défends un petit peu l'homo economicus quand même, c'est que Richard Thaler, qui est donc celui de l'année dernière, avec l'exemple des mouches dans les urinoirs, c'est intéressant. Enfin, je veux dire, je suis obligé de m'incliner devant le travail prodigieux, etc. Mais, comment dirais-je ? Si vous voulez, il ne suffit pas de dire moi j'observe tous les jours que des tas de gens sont pas rationnels, donc je ne comprends pas comment créer une théorie sur le fait que les gens sont... Ça, il ne suffit pas de dire ça non plus. Voilà. C'est-à-dire que quand on est dans quelque chose de routinier,
quand on est dans une pratique routinière, il y a quand même un argument un peu évolutionniste, paradoxalement, qui peut justifier le fait qu'on finit par sélectionner les attitudes et les comportements qui rapportent le plus. C'est-à-dire, on a tendance à ne pas laisser passer des opportunités de gain quand elles ne nous coûtent rien. Alors, faire une théorie disant non mais les gens pourraient gagner plus d'argent juste en se comportant autrement, mais ils ne le font pas, il faut avoir une théorie extrêmement robuste du type de biais qui va se mettre en œuvre et de pourquoi le seul rationnel au milieu d'une centaine de personnes qui ne le sont pas ne finit pas par l'emporter, par se faire imiter, etc. Et le résultat des courses, c'est que quand on fait des théories à la Thaler, donc ce dont vous parliez à l'instant, eh bien, on fait des théories sur les urinoirs. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça s'étend au marché financier, etc. C'est pas que une théorie du urinoir. Mais voilà, je pense qu'il faut quand même avoir présent à l'esprit pourquoi on a accordé un tel poids à l'Homo economicus. C'est pas forcément parce qu'on a été débile pendant des siècles. Il y avait quand même une réflexion autour de ça. On arrive doucement à la fin de l'émission. Alors juste avant qu'on se quitte, j'aimerais vous lire un extrait. Un extrait des cours d'anthropologie économique au Collège de France de Pierre Bourdieu de 92 à 93, et l'édition c'est Raison d'agir. Bon, parce que vous parliez, et ça me fait penser à ce morceau-là que j'avais encadré, alors sans du tout prévoir mais ça me fait penser à ça, et derrière une petite question sur cet extrait. Alors je lis. Bizarrement, alors qu'il était devenu un objet de dérision, non seulement pour les non-économistes, mais aussi pour les économistes eux-mêmes, le fameux Homo economicus est revenu, pour des raisons qu'il faudrait dégager sociologiquement au premier plan de la scène intellectuelle, sous la forme de ce qu'on appelle la théorie de l'action rationnelle. Celle-ci s'est développée depuis un certain nombre d'années autour de l'université de Chicago et regroupe à la fois des économistes, des philosophes de l'économie, John Hessler par exemple, des théoriciens de la physiologie cognitive, etc. Et alors, il est assez incisif là pour le coup. Et la question que je voulais poser, au-delà de vous faire agir sur ce petit extrait, c'est on fait énormément de progrès en ce moment dans les sciences cognitives sur les biais. Ce qu'on appelle les biais cognitifs. Il y a d'ailleurs eu un prix Nobel d'économie, Kahneman, bien avant Thaler, qui a beaucoup travaillé avec des psychologues sur les biais. Voilà, avec tout un tas de phénomènes vraiment fabuleux, du style, ne serait-ce que la police d'écriture, alors je ne sais pas si on peut dire la marque Coca-Cola, l'invoque immédiatement, même si j'écrivais une autre marque, quoi. Et est-ce que tous ces mécanismes du cerveau qui nous parasitent et parasitent nos raisonnements un peu instinctifs ou la première réflexion, la première action, est-ce que justement la mise en avant de ces choses-là, la mise en valeur de ces mécanismes, elle vient pas mettre un coup de pied dans l'Homo economicus? Je vais vous répondre vraiment, là pour le coup, vraiment ce que je pense du sujet, c'est oui, totalement. On valorise de plus en plus ça dans l'économie, dans le mainstream, etc. Et 2, je vais bientôt devenir un économiste hétérodoxe parce que je serai le dernier à dire « Mais attendez, rappelez-vous, quand on était jeune, il y avait l'Homo economicus, c'était pas si mal que ça ». Et si vous voulez, Pierre Bourdieu, je respecte beaucoup, encore une fois, le personnage de Pierre Bourdieu, mais je veux dire, les mécanismes de la reproduction sociale chez Bourdieu, la façon dont Bourdieu modélise les inégalités scolaires, la manière de la reproduction sociale, etc., ça fait quand même intervenir des choses qui ne sont pas si éloignées que ça de l'Homo economicus. Voilà. On n'en est pas si loin. Je dirais que ne pas trop caricaturer l'homo économique. Si vous voulez, vous avez des gens qui ne sont pas soupçonnables d'être des défenseurs de l'économie mainstream, qui dénoncent depuis des années, et d'ailleurs peut-être qu'on les a trop pris on ne les a pas assez pris au sérieux il y a 20 ans, qui dénonçaient les abus de la mondialisation, etc. Et qui vous disent les multinationales qui vont chercher la manœuvre bon marché à l'autre bout du monde. Alors moi, si je fais une théorie économique dans laquelle mes agents ne sont pas rationnels,
Je ne vois pas pourquoi mes multinationales vont chercher à gagner de l'argent avec de la main-d'œuvre bon marché, exploitée, en faisant travailler des enfants, si ça En fait, lui rapporte la rien. recherche du profit comme justificatif de l'axiome de l'homo economicus. Moi, je préfère me dire que si je veux anticiper ce que font les gens, je ne dis pas qu'ils ont raison de le faire, vous voyez ce que je veux dire. Et en l'occurrence, ils ont tort de faire travailler des enfants qui feraient mieux d'aller à l'école et de se soigner. Donc je suis pas du tout, je dis pas c'est bien. Je dis si j'ai envie de comprendre ce qui va se passer, je préfère dire, il y a un risque éventuel si des traités commerciaux ne tiennent pas suffisamment compte de la dimension sociale, éventuellement de la dimension environnementale, etc. Je vais plutôt dire, attention, il y a un risque. Dans quelques années, les multinationales vont aller faire des choses très condamnables à l'autre bout de la planète parce que ça va leur apporter plus d'argent que maintenant. Et en disant ça, je suis à la fois, je tiens à la fois le discours d'attaque d'il y a 20 ans, et je fais de l'homo economicus, c'est-à-dire que je vous fais une théorie dans laquelle je pense que mon agent économique qui est multinational va vouloir faire gagner beaucoup d'argent en faisant ça. Et évidemment, si je le fais, c'est pour normativement dire il faut l'empêcher de le faire, il faut changer les incitations, il faut taxer les activités environnementales, même quand elles ont lieu à l'autre bout du monde, par le biais d'une taxe carbone à l'importation ou de ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire ? Dire l'homo economicus, ça ne veut pas dire bravo, c'est génial, il suffit de suivre ses pulsions les plus égoïstes et ça va marcher, et ça sera super bien. Mais moi, le taleur d'il y a 20 ans, qui m'aurait dit non, mais attendez, moi je regarde comment les gens se comportent face à un urinoir et une mouche en plastique qu'on a collée dessus, et c'est pas sûr, hein, il suffit qu'on colle l'équivalent des mouches en plastique sur les usines dans l'Europe occidentale avec des gens bien payés, enfin mieux payés en tout cas, pour qu'ils restent là parce qu'ils vont se comporter en gérant leur entreprise de la même manière qu'ils se comportent en urinant dans les WC de l'aéroport. Cette théorie-là, je pense qu'elle va pas être bonne. Tout à fait. Voilà, c'est la seule défense que je... Mine de rien, on se dirige vers un grand débat qui nous prendrait bien 4 heures en plus, qui est celui de déterminisme ou choix, libre arbitre. Et c'est pas ce qu'on va faire. Est-ce que c'est la fin de l'émission, malheureusement ? Mais peut-être qu'on vous fera revenir juste pour ça. Pourquoi pas. Alors, voilà, je vais remercier tous nos auditeurs de nous avoir écoutés. Et on se rejoint la prochaine fois pour parler sur Radio Nebia 90.6 Corté avec 2 hydrobiologistes qui vont nous parler de climat. Il s'agira de Christophe Maure et de Antoine Orsogne. À bientôt.